Cher Augustin, après le voyage au pays des psychoses et le symptôme entre amour et invention, nous voici réunis pour parler de votre troisième ouvrage, Promesse de l'impossible. Alors, les promesses de l'impossible. C'est un collier de perles. 18 chapitres qui courent sur un même fil. Et je crois que le lecteur aurait tort de ne considérer que les perles, malgré leur importance, alors que, personnellement, ce qui m'a le plus passionné à la lecture de votre livre, c'est le fil qui les réunit. Alors, une question se pose, d'où vous est venue cette idée de ces variations multiples pour, au fond, ne dire qu'une seule chose? Le fil conducteur, c'est toujours l'analyse personnelle de l'auteur. Et au fond, ce livre est lié fondamentalement, comme vous venez de souligner, à la rencontre avec un trou. Le fil conducteur, c'est la rencontre avec le trou de structure lié au fait que l'être humain est un animal parlant. Et ce trou, qui n'est autre que la rencontre du réel, parce que c'est le langage qui fait trou c'est le langage qui fait trou dans le réel. Alors là, il y a une précision à donner. Le réel n'a pas de trou, puisque le réel, manque de rien. Il ne manque de rien. Mais quand on l'aborde par l'imaginaire comme par les mots, par le symbolique, il se trouve qu'il y a un moment où, quand on rencontre le réel, il n'y a ni image ni mot. Voilà. Et c'est là qu'on rencontre le trou. Oui. Et au fond, ce qui se manifeste comme trou dans les images ou dans les mots se manifeste en fait, et ça c'est très important, comme une présence, comme un plein du côté du réel. C'est l'angoisse. L'angoisse, c'est la rencontre de quelque chose que l'on ne peut pas nommer, mais qui vous étreint dans votre corps. Et j'ai essayé de marquer l'importance du ressenti dans cette rencontre du trou. Et donc, le fil conducteur du livre, c'est au fond la trajectoire que j'ai faite dans mon analyse et la trajectoire que j'ai faite également dans mon enseignement au collège clinique ou à travers diverses publications ou conférences, à savoir, on aborde la question de la vérité, on aborde la question du savoir, on aborde la question du transfert, on aborde la question de l'objet, et chaque fois, il y a une butée. Il y a un moment où on ne peut pas aller plus loin. C'est là que se rencontre le réel, et où il y a une nécessité d'accepter cette rencontre pour que puisse se faire un rebroussement qui est l'effet créatif. Oui. Alors, je ne lâche pas le fil directeur. Et l'agencement des chapitres de votre livre me semble obéir à une logique. Si on met en tension le premier et le dernier chapitre, je suis amusé à mettre le premier et le dernier chapitre, voir comment l'un à l'autre pouvait faire écho. Ouais. On en vient à dire que ce qui définirait le mieux la clinique psychanalytique, c'est la clinique des suppléances. Oui, oui, au fond, toute la première partie, je ne sais pas jusqu'à quel chapitre, mais consiste à ce que je viens d'évoquer,
d'aborder le réel par divers aspects, d'aboutir à la rencontre du réel par diverses voies. Et Lacan le formulait comme ceci, on n'attrape que des bouts du réel. Voilà. On ne peut pas cerner le réel, il y a des bouts. Ce qui est important, c'est que la psychanalyse, et c'est ça l'essentiel de l'orientation de l'analyse lacanienne, c'est que la rencontre du trou doit permettre un effet créatif à condition de reconnaître le trou comme incomblable. Et c'est ça ce qui nous différencie des psychothérapies, y compris de toutes ces psychothérapies qui utilisent les concepts psychanalytiques, mais pas l'esprit le véritable esprit de la psychanalyse. Parce qu'au fond, la différence entre psychothérapie et psychanalyse, c'est que face à cette rencontre du trou, de l'incomplétude, le psychothérapeute essaie de le combler. C'est ça. Par une réponse, par une explication, par une interprétation explicative. Dans l'espoir de boucher le trou. Dans l'espoir de boucher le trou. Ouais. On peut reconnaître que le premier Lacan, visant à découvrir le sens caché des symptômes dans leur forme conçu comme une formation métaphorique. Oui, c'est le Lacan freudien. C'est le Lacan freudien, allait un peu dans ce sens, mais il ne s'y est pas laissé piéger. Oui. D'ailleurs, on peut dire que le premier mouvement du concerto, vous le mettez d'emblée dans votre ouvrage. Vous commencez par ça. L'éloge du trou. L'éloge du trou. Oui. Bon. Et on voit très bien que Voilà. ce trou, c'est le fil qui va parcourir l'ouvrage dans son intégralité. Tout à fait. Bon. Alors, je voudrais ajouter que justement, la différence là, à compléter ce que je viens de dire sur la psychothérapie, c'est que si la visée de la psychothérapie est de compléter en essayant de combler le trou, la visée de la psychanalyse est non pas de combler le trou, Mais d'en avoir un usage. mais d'en avoir un usage et de le supplémenter. C'est pour ça que je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on peut dire que tout est suppléance. C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas boucher le trou, mais on peut ajouter quelque chose tout en laissant persister ce trou, et que ce quelque chose a un effet qui borde le trou et qui permet de savoir y faire avec le réel au que fond, l'on a aussi rencontré. est-ce que vous seriez d'accord pour dire que ce plus, après la rencontre du trou, c'est stricto sensu l'usage. Oui, oui, Et peu importe l'usage. bien sûr. Il n'est que singulier d'ailleurs. Eh oui. Il n'y a de solution que singulière. Alors, on voit bien ce trou que je prends pour le fil directeur de votre ouvrage. Ce trou sépare, pour les unir, le signifiant et l'objet, l'être et l'existence, le sujet et son corps. En fait, ce trou, c'est le fondement de toute altérité. Oui. Oui. Alors ce trou n'est quand même pas n'importe quel trou. Hein. C'est... Car c'est ça ce qui est l'origine véritable de l'inconscient. C'est la rencontre du fait qu'il n'y a pas dans le langage de signifiant pour rendre compte du rapport sexuel. C'est l'opacité sexuelle qui est le point d'où s'originent toutes les tentatives de suppléance. L'amour est une suppléance à l'impossibilité du rapport sexuel. Toutes les fictions. Et tout le langage est suppléance pour parler de quelque chose dont on ne peut pas parler. Oui, et c'est d'ailleurs la difficulté d'un livre qui est une tentative, pour utiliser une formule de Lacan, pour enseigner ce qui ne peut pas s'enseigner. Oui, c'est ça. Oui, ce qui fonde d'ailleurs ce que Lacan dit dans le séminaire sur le symptôme, que l'analyse ne peut se concevoir qu'à partir du moment où elle se préoccupe de l'opacité sexuelle. Tout à fait. C'est-à-dire de ce qui fait trou.
C'est ça. Donc, au fond, les deux signifiants qui nous manquent, c'est celui du sexe et c'est celui de la mort. Et aussi celui de la femme. Eh oui. Voilà. Oui. Alors, j'en viens à une question que me suggère le chapitre 12, que vous avez intitulé « La lettre et le symptôme, l'écriture et l'interprétation ». Est-ce que vous voulez dire que c'est la lettre qui fait symptôme et qu'il n'est d'interprétation que lecture? Alors, c'est une question extrêmement difficile. C'est pour ça que je vous la pose. Oui, et j'ai mis très longtemps pour m'y repérer. Lacan nous dit que la psychanalyse, ça consiste à lire ce qui s'écrit de ce qui se dit. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'analysant dit des choses, mais ce sont des choses qui sont en fait écrites. Oui, il le reprend quand il fait la traduction du Logos d'Heidegger. Tout à fait. Hein, ce qui se lit, c'est lit dans ce qui s'écrit. Voilà, tout à fait. Et l'écriture est pour la psychanalyse un passage obligé. Car la lettre a deux versants. Elle a un pied dans le signifiant, bien sûr, puisque quand on la lit, c'est un son qui est émis, mais elle a un pied dans le réel, c'est-à-dire dans le non-sens. C'est ça. Voilà. Et quand on interprète un rêve, de la manière la plus freudienne qui soit, Freud disait, le rêve est organisé est écrit comme un rébus. Et il ajoutait, il faut l'interpréter à la lettre. Et il faut l'interpréter à la lettre. Ça consiste à lire l'image ou la lettre qu'il y a dans le texte, et à partir de ce moment-là, faire jouer la polysémie. C'est ça. Bon. Et s'il n'y avait pas l'écrit de la lettre, je cite un exemple d'une interprétation qui est très parlante pour ça d'une de mes patientes qui se plaignait sans arrêt depuis des mois. Bon, cette plainte, l'analyste a supporté un certain temps, jusqu'au jour où elle fait un rêve où elle est dans une pièce encombrée de meubles dont elle ne peut pas sortir et qui est extrêmement angoissant pour elle. Jusqu'au moment où elle s'aperçoit que derrière une commode, il y a une plainte. Et qu'il suffit de déplacer la commode et d'enlever la plainte pour avoir un orifice pour sortir. Et bien là, si vous n'écrivez pas le mot plainte, vous ne pouvez pas faire jouer la polysémie. Oui, vous me suggérez le souvenir d'une patiente qui ne cessait, elle, de se plaindre de ses peurs. Et à longueur de séance, j'étais obligé d'entendre « Mais vous ne vous rendez pas compte à quel point je suis beaucoup trop heureuse. Ces peurs m'ennuient, je suis trop heureuse. » Trop heureuse. Jusqu'au moment où je lui ai demandé comment elle l'écrivait. Oui. Je ne vous décris pas le bond qu'elle a fait sur le divan, découvrant que dans sa plainte, il y avait beaucoup de bonheur. Oui. Et c'est là que joue l'importance de l'écriture. Oui. Alors on en vient maintenant. Vous disiez que la question de la lettre était difficile. Je pense que celle du 1 ne l'est pas moins. On en vient à ce 1. La difficulté première, c'est de penser ce 1 dans les 3 registres. RSI. Cela m'amène à vous demander de redéfinir pour nous la trace, la marque, son effacement par le signifiant, et du même coup de nous dire comment vous définiriez la chair. Il y a beaucoup de... C'est pas une question. Oui, il y a plusieurs questions dans la même. Il y a plusieurs questions dans la question. Je partirai du 1. Oui. Lacan fait très rapidement dans son œuvre
un sort au un de la totalité, au un de l'unité, au un imaginaire de la complétude supposée du narcissisme. Car s'il y avait une véritable complétude du narcissisme, on n'en sortirait pas, on n'irait pas chercher ailleurs. C'est parce que le narcissisme ne suffit pas à satisfaire le sujet qu'il perçoit qu'il y a autre chose et qu'il y a une autre dimension. Oui, le 1 de l'image est déjà multiple. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le 1 imaginaire. Et puis, il y a le 1 du signifiant qui, dans le premier enseignement de Lacan, est pris dans la valeur d'échange du langage. Le langage a deux fonctions. Il a une fonction d'échange pour communiquer, et c'est celle que l'on connaît souvent à l'exclusion de l'autre. Et puis, il a une fonction d'usage, en ce sens qu'il permet d'exprimer la jouissance singulière du sujet. Oui, c'est son version évocation de celui qui parle. Voilà. Là, je fais une distinction qui n'est pas marxiste, qui est marxienne. Oui. C'est-à-dire que j'oppose la valeur d'usage, la communication, la valeur d'échange, excusez-moi du lapsus, la valeur d'échange, la communication, et la valeur d'usage qui est d'exprimer autre chose. Qui est d'évocation, finalement. Qui est d'évocation. Ouais. Alors, j'en reviens au 1. Pour parler, un signifiant ne suffit pas. Il faut que ce signifiant s'adresse à un autre signifiant, car un signifiant représente le sujet pour un autre signifiant, et ainsi de suite. Oui. Et c'est là que l'enchaînement des signifiants permet de rechercher un sens qui ne se bloque jamais sur une signification définitive. C'est là où on rencontre l'impossible et on rencontre le trou. Et c'est le choc d'orienter la psychanalyse vers la révélation de la vérité de l'inconscient. Le tournant que fait Lacan, c'est de substituer à la boussole de la vérité la boussole du réel, oui, et à la boussole du désir la boussole de la jouissance. De la jouissance, oui. Voilà. Et c'est là que l'on passe du 1, du trait unaire, qui est le 1 qui s'inscrit, mais qui ne peut servir au langage qu'à s'enchaîner à d'autres, au 1 tout seul. Et le 1 tout seul, c'est, contrairement au 1 de l'imaginaire ou au 1 du symbolique, c'est le 1 réel, c'est-à-dire celui dont on ne peut rien dire, et qui en réalité est représenté par le 0. C'est ça. Que l'humanité a mis un certain temps à mettre en évidence. Celui à partir duquel on compte. Voilà. Voilà. Et au fond... C'est l'ensemble vide. Voilà. Au fond, l'ensemble vide, c'est une autre définition de l'inconscient. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est un 0. Eh oui. Eh oui. Et pourtant, le sujet n'est pas vide. Eh oui. Mais sans la grève du langage... Parce que le 0, c'est pas le vide. Eh oui. Alors, je n'ai pas répondu à toutes vos questions, mais il me semble tout à fait important de préciser cette question du 1 en tant que 1 réel qui, en définitive, a un rapport avec la marque, justement, mais non pas avec la marque sur le versant du sens, mais avec la marque qui ne veut rien dire. Oui, c'est une marque hors sens. C'est hors sens. Hors signification. Voilà. C'est le timbre. Et c'est ça l'opposition. Oui. Entre passer de la boussole de la vérité à la boussole du réel et passer de la boussole du désir à la boussole de la jouissance, c'est cerner ce qui en nous, à partir de quoi nous parlons, et qui est notre mode singulier de rapport au réel, ce que Lacan appelle la jouissance. La jouissance, c'est un mot qui est complexe, mais qui en gros est qui nous affecte du réel, au fond, et qui ne nous affecte pas tous de la même manière. La jouissance définit un style. Oui. Sinon une identité. C'est le style, oui. Oui. Il y a un mot en médecine qui est très beau pour ça, c'est l'idiosyncrasie. Voilà. Voilà. Oui. Alors l'idiot, c'est pas parce qu'il est idiot. Hein? D'ailleurs, Lacan dit, je parle aux idiots. Hein? Au non-idiot. Je parle au non-idiot. Je parle au non-idiot. Mais l'idiot n'est pas compris du tout au sens de l'imbécile. Débile, oui. C'est compris au sens de celui qui se contente de lui-même. C'est ça. Oui.
oui, oui. hein, et qui n'a pas de rapport à l'autre. Alors, venez-en à la chair. Oui. La chair est triste, hélas. Et j'ai lu tous les livres. Oui, j'ai souvent fait référence à Mallarmé, Oui. qui est quand même mon poète préféré, et qui, je pense, m'a introduit à la psychanalyse, avec l'aide de mon grand-père, qui a été une personnalité importante pour moi. Mais je pense qu'il y a une très grande homologie de discours entre le discours mallarméen et le discours lacanien. La chair, c'est précisément ce qui échappe à la prise du signifiant. Et c'est ce qui a amené Lacan à dire « pas tout est signifiant ». Voilà. Il y a quelque chose qui échappe. Voilà. Et la rencontre de l'organisme vivant avec le langage, c'est un choc, c'est le Big Bang d'origine de l'animal humain. Oui. C'est ce qui crée le corps, c'est ce qui est signifiantisé, ça constitue ce que nous appelons le corps, qui est aussi bien vivant que mort d'ailleurs, et d'ailleurs le signifiant, c'est le meurtre de la chose. Donc, nommer le corps, l'organisme, dire l'organisme, c'est un corps, c'est le tuer. C'est ça. Oui, Donc, oui. en exclure la jouissance, en exclure la chair. Mais tout n'est pas signifiant. Il y a une partie de l'organisme qui échappe au signifiant et qui est la chair. Et est-ce que c'est là que vous brancheriez le vivant? C'est là qu'est le vivant. Ah, c'est là qu'est la jouissance. C'est là qu'est le vivant. Et c'est là où Lacan met l'objet A, Oui, mais comme substitut, c'est ça. car il ne fait que l'évoquer. Et c'est pourquoi il ne faut pas se contenter dans une analyse de rechercher ce qu'il en est du sujet, mais ce qu'il en est de l'objet, parce que le rapport de chacun à l'objet détermine ce à partir de quoi il a été divisé comme sujet. C'est ça. Oui, oui. C'est la phrase que j'ai explicitée à la suite de l'entretien avec Yannick Breton, que j'ai explicité dans l'introduction. Oui. Alors j'en viens maintenant à ce fameux chapitre que vous avez pris soin d'intituler « La maniaco-dépressive ». Ça me tient à cœur. Eh oui, justement, évacuant psychose maniaco-dépressive. J'évacue volontairement le terme de psychose, Voilà. d'autant plus que dans notre clinique continuiste, qui est la clinique du dernier Lacan, la clinique borroméenne, les structures langagières, les structures discursives sont dévalorisées au profit des structures de nouage, C'est ça. qui sont aussi des structures. Alors, en lisant ce chapitre, on perçoit bien un certain agacement à l'endroit des formulations contemporaines de bipolaire. Oui, parce que tous les patients qui reviennent de l'hôpital sont étiquetés bipolaires. Voilà. Ça perd un peu de son intérêt. Alors, dites-nous quelque chose de cet agacement et de ce chapitre, parce que ce chapitre, personnellement, je l'ai mis en tension avec le chapitre 8, cerveau et inconscient. Ouais. Je trouve que les deux entrent en résonance. Tout à fait, tout à fait. Il rentre en résonance. Si ce chapitre me tient à cœur, c'est parce qu'il est à la croisée de mon expérience de psychiatre et de mon expérience de psychanalyste. Les psychanalystes, ou certains psychanalystes, pas tous, certains psychanalystes ont tendance à évacuer l'organicité dans un certain nombre d'affections mentales, comme la confusion mentale par exemple, mais en particulier comme la maniaco-dépressive. Or, dans mon expérience clinique, j'ai rencontré de nombreux cas de familles de maniaco-dépressifs qui ne se transmettaient pas uniquement par le discours, mais qui se transmettaient probablement par le gène, bien qu'on n'ait jamais pu mettre en évidence de gène. Bon. Et d'autre part, c'est une des maladies mentales dans laquelle, dans les formes graves, un traitement médicamenteux est indispensable. Oui. Et je rappelle souvent aux jeunes psychiatres, pour avoir connu la psychiatrie avant le 45-60, qu'on a appelé le Largactyle, qu'il n'y avait pas de psychothérapie des psychoses
à part une exception, celle de Mme Séchelet, avant les médicaments. C'est ça. Voilà. Oui. Bon. Les médicaments traitent le cerveau, traitent le substrat. Mais, et c'est là que ça rejoint votre question sur cerveau inconscient, l'inconscient n'est pas dans le cerveau. Mais le cerveau en est son support. L'inconscient est structuré comme un langage, dit Lacan. Il n'est pas structuré par le langage, il est structuré comme un langage. C'est-à-dire que c'est un langage que chacun construit, c'est un idiolecte. Pour chacun de nous, c'est un idiolecte, c'est notre langage singulier. C'est une langue personnelle, une langue propre. C'est une langue propre. C'est ce que Lacan appelle la langue en un seul mot. C'est ça. C'est ça. C'est ce avec quoi l'organisme de chacun de nous se sert pour malaxer les mots qui viennent de l'extérieur. Et c'est de ce nouage singulier que naît la première utilisation à des fins de jouissance de l'enfant que l'on perçoit dès les premières lalations. Dès le babil, finalement. Et c'est d'ailleurs le mot lalation qui a fait dire à Lacan la. Eh oui. Voilà. Et donc, c'est cet usage-là qui est le plus important et qui est recouvert après par l'apprentissage où l'entourage dit, c'est pas comme ça que ça s'est dit, pour communiquer avec les autres, pour se faire comprendre, il faut dire comme ceci ou comme cela.